Et c'est parti. On est on stage, c'est bon. Bonjour à tous. Écoutez, bienvenue pour ce webinaire de l'IREBD 2021. Comme vous le savez, l'IREBD cette année cause coronavirus. On le fait un peu différemment. Donc l'IREBD, je vous rappelle, hein, c'est un événement où on va apprendre des choses dans le domaine du web, dans le domaine, ça chatte déjà, j'entends déjà les annonces. Ce sont effectivement des conférences courtes pour apprendre énormément de choses et surtout des retours d'expérience. Donc l'IREBD existe maintenant depuis plus d'une dizaine d'années, enfin 10 ans pour être exact, et je me suis pas présenté. Je suis Christophe Thiel, le gérant d'une société qui s'appelle Blueboat. On est spécialisé, on va dire, dans un métier qui s'appelle le web marketing, mais plus concrètement, nous, notre travail, c'est de faire gagner et économiser durablement de l'argent grâce au web. Voilà, ça c'était la page pub de l'IREBD, mais vous voyez, ça va très très vite. Là, aujourd'hui, on va parler de cookies. Alors, est-ce que tout le monde est là? Est-ce que tout le monde est à fond dans le chat? Donc, je vous rappelle, à droite de votre écran, vous avez un chat où vous allez pouvoir échanger, mais surtout, vous avez la partie questions. Donc, n'hésitez pas à nous poser des questions tout au long de ce webinaire. Alors, on a eu une peur avec Thibaut, je vous l'avoue. Je vais vraiment l'avouer. J'ai dit à Thibaut, écoute, on a une bonne nouvelle, c'est que Thomas Pesquet décolle en même temps que l'IREBD, enfin notre IREBD. Et bon, j'ai appelé Thomas, je lui ai dit, écoute, est-ce que tu peux décaler ton départ à demain? Ça nous évitera d'avoir tout le monde sur son écran à regarder si tu décolles. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'il décolle demain, donc vous n'avez aucune excuse pour regarder autre chose, vous allez pouvoir nous suivre attentivement. Et l'autre nouvelle, c'est que le prochain IREBD Live est en direct depuis la station internationale, bien sûr. Voilà, c'est ça. Inscrivez-vous, vous allez voir, ça va être génial. Et donc, aujourd'hui, on va pas parler de cuisine hein, pour la blague, tout le monde l'a fait, forcément. Les cookies sont-ils cuits? Je trouve que ce titre est un très bon titre et ce n'est pas de moi. Bravo Thibaut. Donc, Thibaut qui est également de Blueboat, qui travaille pour nous sur Strasbourg et on a la lourde charge d'organiser ces webinars cette année. On s'est donné comme objectif d'en faire 12 cette année. Donc là, on est au quatrième. Un par mois, on est en avril, 4. Parfait, je ne sais plus compter. Alors, avant de présenter nos intervenants, pardon. Je voulais j'ai regardé rapidement ce qu'on trouvait un petit peu sur cette notion de cookies et je me suis dit, on va parler de choses assez techniques finalement, les cookies, ok, mais peut-être dire ce que c'est pour rappeler à tout le monde ce que sont les cookies, sans dévoiler forcément la conférence. J'ai retrouvé un article qui avait été fait il n'y a pas très longtemps sur France Info, qui était assez bien fait, je trouve, sur le sujet. Donc, pour rappel, les cookies sont, alors je lis, sont des petits fichiers texte envoyés par différents serveurs sur votre appareil, par exemple votre téléphone ou votre ordinateur, lorsque vous naviguez sur Internet. Ils sont apparus au milieu des années 90. Au départ, c'était intéressant, c'était pour garder en mémoire votre comportement en ligne. Par exemple, quand vous aviez mis quelque chose dans le panier sur un site e-commerce, ça permet de le retrouver par la suite si vous revenez, si vous êtes désactivé, enfin si vous êtes déconnecté, vous revenez. Donc, ce petit cookie permettait de se souvenir de ce que vous aviez fait. Mais par contre, forcément, il y a eu un élément, alors, je ne sais pas si on l'a appelé dérive, mais en tout cas, ça a été utilisé à des fins publicitaires. On parlera justement de la possibilité d'avoir des cookies tiers. Je pense que Mathieu et Alexandre nous en parleront un peu plus en détail. J'ai trouvé une traduction qui était, une définition qui était intéressante alors c'est Nathalie Metalino, je ne sais pas si c'est une concurrente à vous, messieurs, mais en tout cas une confrère, on va dire, une consoeur, pardon, qui est avocate experte en données personnelles à France Info. Elle a dit, pour résumer tout, c'est la traduction moderne de la vente de fichiers. C'est comme si vous receviez de la publicité de concessionnaire automobile dans votre boîte aux lettres, après vous êtes abonné à un magazine automobile. Et je trouvais que c'était intéressant comme approche et comme définition. Et puis, il y a le 31 mars 2021, il y a une échéance qui a donné beaucoup de sueur froide, je pense, aux agences, à tous les services communication et marketing. C'est que la CNIL laissait en effet jusqu'à cette date pour mettre ces sites web et ces applications en conformité avec la réglementation relative
aux cookies. Alors, on va parler de réglementation, on va parler de recommandations, on va parler de tous ces éléments. On va parler aussi vous savez, ce bandeau cookie notice que vous voyez, alors bandeau, cookie wall, enfin, il y a plusieurs termes, on s'y perd. Et nous, on s'est dit, on va inviter deux personnes qui en parleront beaucoup plus que nous. Et je vous avoue que nous, en tant qu'agence, on s'y perd également. Donc, on s'est dit, on va appeler Mathieu et Alexandre, qui sont tous les deux du cabinet Scan Avocat. Donc, Alexandre Nappé, qui est le fondateur de Scan Avocat, et Mathieu Mazaret, qui est avocat et spécialisé en protection des données personnelles. Messieurs, je vous laisse juste vous présenter peut-être avant de commencer, mais vous avez la lourde tâche d'expliquer à tout le monde ce sujet. On commence peut-être par Alexandre. Ouais, bonjour à tous. Bonjour Christophe, bonjour Thibaut, et merci pour l'invitation. On a l'habitude maintenant depuis un certain nombre d'années d'être des participants heureux et parfois des intervenants encore plus heureux de l'IREBD. Alors cette année est un peu particulière puisque les circonstances nous amènent à faire ça en live, et c'est plutôt assez challenging, c'est plaisant. Sur ce thème en plus qui est tout chaud comme les cookies. J'ai trouvé intéressant d'intervenir en collaboration étroite avec Mathieu Mazaret, donc qui est collaborateur au sein du cabinet Scan que j'ai cofondé il y a 4 ans. Juste pour dire un mot, donc Scan, c'est un cabinet qui est un cabinet boutique spécialisé en propriété intellectuelle et droit du numérique, que j'ai co-créé il y a un peu plus de 3 ans, presque 4 ans. Mathieu nous a rejoint l'année dernière, sachant que on traite toutes les problématiques de droit de la propriété intellectuelle, droit d'auteur, les marques, la contrefaçon, concurrence déloyale, et puis sur l'aspect numérique, tout ce qui est accompagnement juridique ou problématiques juridiques liées à l'informatique, au e-commerce, à la e-réputation. Donc c'est là que on est étroitement lié avec Blueboat notamment et l'IREBD. Et depuis fort longtemps, et encore plus depuis 2018, on est très souvent confronté à des problématiques de données personnelles pour le compte de nos clients, à la fois dans le cadre de la mise en conformité, mais également des consultations et de l'accompagnement à la gestion des données personnelles, à la fois au sein des entreprises de toute taille, hein, ça va des TPE à des agences de communication, des grands groupes et même les institutionnels qui sont particulièrement confrontés à ces sujets-là. Donc, c'est ce qui nous amène à réfléchir très régulièrement sur la question des cookies. Voilà ce que je pouvais dire en quelques mots pour introduire le sujet. Et donc, on a préparé un petit support. L'idée est de présenter la situation qui est récente, on va dire, avec cette nouvelle, non pas réglementation, mais ce nouveau mode de gestion des cookies et des traceurs que la CNIL a imposé, je dirais, depuis le 1er avril 2021. Donc, on va répondre à toutes les questions, et notamment celles que tu as évoquées en introduction, Christophe. Okay. Juste une question en introduction. On avait fait une conférence il y a quelques temps, je ne sais plus, c'était il y a 3 ans, 4 ans, sur le RGPD. En fait, on avait été dans les premiers, je pense, à faire une conf là-dessus, en Alsace en tout cas. Attention, c'est purement, tu sais, tu connais mon côté entrepreneur. Est-ce que depuis le RGPD, le nombre d'affaires, ou en tout cas le nombre d'entreprises qui vous contactent a augmenté? Est-ce que vous avez senti vraiment quelque chose qui a fait augmenter vos consultations? Alors, très clairement, oui. Déjà, oui, on avait fait cette conférence à la Société industrielle de Mulhouse. Oui, tout à fait. C'était d'ailleurs quelques jours avant l'entrée en vigueur du RGPD en France. C'était en mai 2018. Sachant que le RGPD, c'est un règlement européen sur la protection des données. Si on refixe très très brièvement le cadre, et je répondrai directement à la question après, le cadre des données personnelles en Europe, en fait, il remonte à une directive de 95 à la base, qui elle-même est inspirée de la loi informatique et liberté. Il faut savoir que la France, avec sa loi de 78 sur l'informatique et les libertés, est pionnière quasiment dans le monde sur la question de la protection des données.
Donc, l'Europe a embrayé le pas avec une directive en 95. Et puis, évidemment, l'explosion de l'Internet grand public, le commerce électronique, les réseaux sociaux, etc., ont complètement chahuté un petit peu le régime juridique et le cadre juridique, j'ai envie de dire, de la protection des données personnelles. Et donc, cette directive s'est trouvée obsolète. Hein, c'est un petit peu le discours qu'on avait tenu en 2018, d'où ce règlement de 2016 qui est entré en vigueur en 2018 avec une nouvelle version, une troisième version de la loi informatique et liberté. C'est le cadre dans lequel on est aujourd'hui. Ce n'est pas le seul cadre, on va revenir là-dessus tout à l'heure, mais c'est un petit peu l'environnement dans lequel on est. Et pour répondre très directement à la question, oui, je confirme qu'il y a une très forte demande sur les problématiques de données personnelles. Pendant très longtemps, bien avant le RGPD, on était souvent consulté sur des problématiques de données personnelles, mais on avait toujours le sentiment que les clients, les entreprises, les institutionnels avaient, on va dire, une démarche de pure compliance et ne le faisaient que dans une optique, j'ai envie de dire, de pure conformité à minima. C'est-à-dire que voilà, on savait qu'il y avait ce système déclaratif des traitements. On envoyait un formulaire à la CNIL et puis grosso modo, c'était réglé. Depuis le RGPD, on a réussi sans entretenir le marketing de la peur, parce que ça a été beaucoup le cas, on a réussi à sensibiliser les opérateurs économiques sur le fait qu'on changeait complètement de paradigme en matière de données personnelles, on responsabilisait les acteurs. Donc plus de déclarations. Par contre, ce système de conformité qui passe par un registre des traitements et une vraie sensibilisation qui veut que chacun se pose des questions sur la manière dont il traite les données, pourquoi il le fait, dans quelle proportion, et qu'il soit beaucoup plus transparent dans sa manipulation et dans sa gestion des données personnelles pour son auditoire, que ce soit un auditoire de clients, que ce soit un auditoire de consommateurs, d'utilisateurs de services, etc. Donc oui, on a beaucoup de demandes et d'ailleurs, la preuve la plus éclatante, c'est que nous, on a recruté et formé quelqu'un dès 2018 pour supporter, on va dire, la demande. Et puis en 2020, en plein confinement, il a eu le mérite d'arriver dans une situation compliquée, mais Mathieu nous a rejoint. Il vient d'un cabinet que je ne citerai pas évidemment, parce que ce sont des concurrents, mais d'un très grand cabinet français spécialisé en droit des technologies avancées. Et il a renforcé le pôle données personnelles du cabinet parce qu'on avait vraiment énormément de demandes. Okay. Je propose qu'on rentre dans le vif du sujet sur justement cette notion de cookie, parce que je pense qu'on attend tous de savoir si on fait bien, si on ne fait pas bien, comment il faudrait faire. Voilà. Oui, alors, si on peut afficher peut-être on a fait un petit support juste pour accompagner un peu le développement. On a fait en 5 parties. Je vais juste les citer pour que tout le monde ait une sorte un peu de fil conducteur. Si on peut revenir sur la slide précédente, le temps juste de citer le sommaire. Donc, rappel du périmètre concerné. Tu as donné une définition tout à l'heure, Christophe. Il faut bien savoir de quoi on parle. Les mécanismes juridiques, la mise en conformité, les outils, et puis un peu de prospective en conclusion tout à l'heure, qui amènera peut-être aussi un débat avec nos participants. Donc, sur le périmètre concerné, en fait, quand on parle de cookies, il faut élargir. Là, on peut de nouveau tourner sur la slide. Voilà, merci beaucoup. En réalité, de quoi parle-t-on? C'est tout simplement... on parle de cookies parce que c'est un peu le terme grand public, le terme mainstream du sujet. En réalité, il faut étendre à tous les traceurs qui sont aptes à lire et à écrire sur les terminaux qui consultent Internet. Donc, c'est tout ce qui a trait à l'exploitation d'un identifiant. Ça peut être des pixels invisibles. Ça peut être effectivement les cookies qu'on va décrire tout à l'heure et qu'on va catégoriser tout à l'heure. Donc, c'est tout programme et tout fichier qui est susceptible d'interagir avec le terminal de l'utilisateur. C'est un peu plus large que le simple terme de cookie. D'où cette définition de règle qui s'applique à toute technologie qui va nécessiter d'accéder à des informations qui sont déjà stockées sur le terminal. Voilà, donc ça, c'est important de placer le contexte. Ensuite, si on peut tourner...
Il est également très important de rappeler que la réglementation et les dispositions qui s'appliquent, elles concernent à la fois les cookies que, on va dire, l'éditeur du site marchand, par exemple, va, on va dire, poser sur les terminaux de ses utilisateurs, de ses clients, mais également les cookies tiers. Parce qu'il y a un vrai sujet là-dessus, sur ces cookies tiers, puisque la question se poserait de savoir si effectivement l'éditeur du site est responsable ou si son agence, par exemple, qui va gérer le site internet pour elle, hein, vous êtes agence par exemple, ou peut-être dans l'auditoire on a des agences qui se posent la question, ah oui, moi je vais placer des cookies de Facebook ou d'autres opérateurs tiers, est-ce que le régime de responsabilité est le même? Est-ce que mon client est responsable? Est-ce que je suis responsable? Et est-ce que je suis soumis aux mêmes obligations? La réponse est clairement oui. Même si les cookies qui sont placés ou même si les fichiers qui sont placés sur le site bénéficient à des tiers ou sont manipulés ou sont gérés par des tiers. Donc, bien, là, on est bien d'accord, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est cette notion de pub en fait qui va arriver, c'est-à-dire que vous passez sur un site, bien entendu, le site par exemple de l'IRFD ou de Blueboat, si les cookies sont utilisés et sont revendus finalement à des fins commerciales ou publicitaires, derrière ça vous affichera derrière des publicités parce que vous serez passé sur le site de l'IRFD. Résume bien. Oui, effectivement, dans le contexte où on va informer de manière transparente, c'est tout le sujet de la matinée, hein, d'informer de manière conforme à la réglementation et obtenir le consentement des utilisateurs. Oui, effectivement. Et ce que je veux dire par là, c'est que la définition du cookie, elle est très large et que parfois, dans ces fichiers, il y a des programmes qui sont gérés par des tiers qui ne sont pas l'utilisateur, l'éditeur du site, mais la réglementation s'applique de la même manière. Les dispositions actuelles s'appliquent de la même manière. Donc, c'est ça qui est très important pour cadrer un petit peu la thématique. Voilà, on peut enchaîner. Au niveau des mécanismes juridiques, c'est-à-dire de la source des normes, là, je vais pas m'attarder longuement, mais il faut quand même rappeler des choses qui sont très importantes. C'est que on est dans un cadre juridique là qui a été mis en œuvre ou qui a été imposé depuis le 1er avril, qui repose non pas sur le RGPD lui-même, même si le RGPD, on va dire, facilite un petit peu cette mise en œuvre, mais on a un corpus de règles qui est assez inhabituel en droit. C'est-à-dire qu'on a des lignes directrices des autorités de contrôle, que ce soit l'autorité européenne, l'autorité française, etc., lignes directrices qui vont simplement rappeler le droit, donc ils vont rappeler ce qu'il y a dans les textes, que ce soit le RGPD ou d'autres textes applicables, le règlement e-privacy ou la directive e-privacy, sur laquelle on reviendra plus tard. Derrière, sur la base de ces lignes directrices, l'autorité de contrôle, alors en France c'est la CNIL, Commission nationale informatique et liberté, vont formuler des recommandations, donc proposer des solutions et déconseiller des pratiques, ou conseiller des pratiques, et derrière, ces recommandations vont être mises en œuvre par la politique de contrôle de la CNIL. Donc, on n'est pas du tout dans un cadre où on a un texte de loi, on ne va pas être dans un code juridique comme on connaît le code civil, le code pénal ou le code de la propriété intellectuelle, etc. On est sur la base de recommandations qui sont formulées par une autorité administrative indépendante. Et pourtant, et ça c'est un vieux débat, et, on en parlait encore en préparant l'événement, c'est un vieux débat qui est quelle est la force de cette disposition qu'est la recommandation de la CNIL. Quand la CNIL dit « oui, ben moi je pense qu'effectivement en matière de cookies maintenant ça va fonctionner comme ça », c'est-à-dire avec mention d'information de telle manière, mention obtention d'un consentement avec tel et tel critère, est-ce que les opérateurs, est-ce que les éditeurs de sites, est-ce que les agences sont tenus d'appliquer ces recommandations comme elles seraient tenues d'appliquer la loi, en fait, alors que ce n'est pas la loi. Et ça, c'est un vieux débat, et certains ont essayé de résister, on va dire, à ces recommandations, mais jusqu'à présent, elles ont réellement valeur obligatoire, et le manquement à une recommandation de la CNIL peut faire l'objet d'une sanction. Donc, c'est quand même très important. Et d'ailleurs,
la CNIL se base même sur ces recommandations lorsqu'elle pratique des contrôles et qu'elle prononce des sanctions à l'encontre des opérateurs économiques qui vont contrevenir à des recommandations CNIL. Donc, tout ce qui a été mis en place à partir du 1er avril 2021 sur les cookies qui reposent sur des recommandations de la CNIL doit être considéré comme obligatoire aujourd'hui. Oui, donc ne parlons plus de recommandations dans ce cas-là, parlons de, oui, mais règles qui sont imposées, parce que finalement, c'est comme si on te recommande de rouler qu'à 90 et la personne qui t'arrête, elle dit non, mais on vous recommande de rouler qu'à 90. Oui, mais je fais ce que je veux. Enfin, on a l'impression qu'on est un peu là-dessus et je pense que le flou vient de là aussi, je pense. Mais c'est intéressant parce que le débat a été porté, on en parlait avec Mathieu, je crois que Mathieu avait, dans sa vie précédente, travaillé sur des recours contre des recommandations, et notamment devant le Conseil d'État, puisque lorsqu'il y a un contentieux entre la CNIL et un opérateur suite à un contrôle et une sanction, le juge compétent, le juge qui peut connaître d'un recours contre une sanction de la CNIL, c'est le Conseil d'État. Et sur cette question-là, le Conseil d'État a suivi la CNIL jusqu'à présent toujours. La question est de savoir si, par exemple, le sujet des cookies peut être l'opportunité pour le Conseil d'État d'être à nouveau saisi. Moi, je n'exclus pas du tout que ce soit le cas et qu'on rediscute de la valeur juridique des recommandations de la CNIL, hein, clairement. Okay. On peut enchaîner peut-être pour... Ok. Mathieu, je vous laisse prendre la parole sur ce... Oui, tout à fait. Bonjour à tous. Comme vous l'avez dit, effectivement, on a cet ensemble de textes qui sont à la fois les lignes directrices, les recommandations qui vont être mis en œuvre dans la politique de contrôle. Ce qu'on peut déjà indiquer aujourd'hui, c'est que les enjeux principaux vont être pour les acteurs qui vont utiliser des cookies, qui vont déposer des cookies, vont être de maîtriser l'information à donner aux personnes et de maîtriser la manière dont on va recueillir le consentement des personnes qui sont concernées par ce dépôt des cookies. Ce sont donc les deux axes stratégiques qui vont permettre quelque part de sécuriser la mise en conformité d'un site Internet. Parce que du point de vue de l'information, il est important de maîtriser le contenu de l'information. Le RGPD, qui du coup, vous l'avez compris, vient intervenir dans la réglementation applicable aux cookies, va imposer, d'un point de vue général en matière de protection des données personnelles, un contenu informationnel, ce que rappelle la CNIL dans ses lignes directrices, mais également dans ses recommandations. Donc, il faut à la fois maîtriser le contenu, mais il faut également maîtriser le style, parce que ça reste des informations qui ont une nature juridique. Or, le but est de ne pas perdre l'internaute dans un flot de propos et dans des pavés écrits en très petits caractères qui vont nuire à la compréhension de l'information. Il faut également maîtriser l'accessibilité de cette information et la temporalité parce que, oui, le RGPD impose aux acteurs également de communiquer l'information aux personnes dans un certain tempo. La maîtrise du consentement, c'est tout l'objet également des recommandations opérationnelles que peut faire la CNIL, en parallèle des recommandations qui concernent l'information des personnes. Il va falloir être très vigilant sur la façon dont on recueille le consentement des internautes au dépôt et à l'utilisation d'un cookie. Et c'est justement pour les acteurs du web une véritable difficulté parce qu'il faut arriver à trouver un équilibre entre le design du recueil du consentement, mais également avec les prescriptions imposées par les textes, mais également par l'interprétation qu'en fait la Commission nationale de l'informatique et des libertés. On est d'accord qu'idéalement, il faut... Pardon, mais on est d'accord qu'il faut, grosso modo, pour traduire, les boutons d'acceptation ou de non-acceptation, de refus, et les paramétrages, soient tous de la même taille, soient aussi clairs les uns que les autres. On leur donne la chance à tous les trois d'être cliqués. En fait, c'est ça la traduction. Alors, tout à fait. C'est une très, très bonne remarque parce que ça est directement lié à ce que j'allais expliquer tout de suite au niveau de la définition du consentement dans le RGPD. Il s'agit d'une manifestation de volonté libre, spécifique, éclairée, univoque. Et c'est une déclaration ou un acte positif clair. Donc, ça impose des boutons sur lesquels l'internaute va devoir agir. C'est ce qui justifie qu'on interdit le recours à des solutions précochées, pré-cliquées. Ça fait très longtemps que ce genre de recommandation est mise en œuvre, notamment en matière de prospection commerciale, qui a également fait l'objet
de consentement, d'un recueil de consentement obligatoire. Mais c'est également, effectivement, ça concerne directement le design de ces boutons, dans la mesure où le consentement doit être libre. Il ne faut pas influencer l'acte de l'internaute de donner ou non son consentement. Il faut typiquement éviter ce qu'on appelle les dark patterns, qui consisterait à rendre plus attrayant ou plus visible le bouton d'acceptation des cookies plutôt que le bouton du refus. Mais ouais, je crois que dans la présentation, et ça pourrait peut-être. Alors, désolé, hein, je casse un petit peu la presse, mais je vous l'avais dit, hein, on va improviser. C'est intéressant, je crois qu'il y a 2 slides plus loin où vous avez des exemples, parce que là, ça pose une question très claire. Quand tu dis, il faut pas que. Enfin, en gros, il ne faut pas donner tout en rouge pour l'un ou tout en vert pour l'autre. On n'en est pas loin avec le je continue sans accepter, qui est en tout petit. On l'a sur un exemple, c'est 2 slides plus loin, Thibaut, si tu peux juste… Ouais, on peut y aller, ouais. Et je trouve que ça, c'est… Enfin, là, on le voit en ce moment, donc c'est les cookie walls. Hein, enfin, c'est celui qu'on a tout à droite. Alors, pardon, c'est l'exemple numéro 3, mais volontairement, faites un choix pour vos données. Donc, on a un texte, on a un réglage tout accepté. J'ai envie de dire que là, ils sont au même niveau. Mais par contre, si vous voulez continuer sans avoir les cookies, vous faut regarder en haut à droite de cette petite case, continuer sans accepter. Et ça, on est d'accord que moi, je le vois actuellement sur l'ensemble des sites. Alors, on parlera après de la possibilité de payer ou pas. Enfin bref, ça, on en reparlera. Mais cet élément-là, est-ce que on peut le conseiller à nos clients ou est-ce que ou les personnes qui sont dans le chat, enfin dans les participants peuvent utiliser cette méthode-là? Ah mais là, on peut attaquer direct sur cette slide avec Mathieu. En fait, on a fait le choix pour cet exemple de mise en conformité de prendre, on va dire, différents types de bandeaux, des bandeaux du passé, des bandeaux qu'on voit encore, et puis ce fameux bandeau. Et la question, donc, c'était de graduellement analyser la conformité, on va dire, de ces différents choix techniques de communication par rapport aux nouvelles recommandations. Je reprends toujours ce terme. Donc, si on peut afficher en grand la slide, historiquement, on a le 1 et le 2, on voit bien déjà la différence, c'est-à-dire qu'en gros, le premier bandeau, c'est en gros, tu acceptes ou tu quittes, donc tu n'as même pas de possibilité de configurer ni de refuser. Ça c'est complètement out. Ensuite, on a le deuxième qui est d'accepter, de personnaliser ou de quitter. On n'a toujours pas cette possibilité de refus. Et surtout, on a, comme le disait Mathieu à l'instant, mis en exergue le bouton d'acceptation. Donc là, on est pareil, on est en dehors des clous. Et la différence avec le troisième que tu citais, Christophe, plus particulièrement, et qui aujourd'hui se retrouve sur beaucoup de sites, c'est effectivement qu'on a le même niveau de mise en évidence des boutons principaux, à savoir de tout accepter ou de régler, sous-entendu de personnaliser les réglages, mais qu'on a en revanche la possibilité de continuer sans accepter, mais qui n'est pas mise au même niveau que les boutons principaux d'acceptation. Et là se pose la question, effectivement, de savoir si ce type de bandeau est pérenne. Aujourd'hui, on n'a pas de réponse. Alors, je tiens à préciser tout de suite parce qu'il pourrait y avoir des questions sur ce point. C'est que vous avez bien compris qu'on est en train de parler d'un régime qui est entré en vigueur, même si c'était attendu depuis plusieurs mois, hein, mais qui vient juste d'entrer en vigueur. Aujourd'hui, on n'a pas de recul sur la position de la CNIL, ou on va dire sur les contrôles que la CNIL va diligenter. Sachant que ça va être des contrôles très faciles, il faut que vous sachiez aussi que la CNIL n'est plus obligée de se déplacer sur site maintenant pour procéder à des contrôles de conformité, mais elle peut faire des contrôles à distance. Donc notamment, elle peut se connecter depuis ses locaux par des agents, des agents spécialisés de la brigade de contrôle et vérifier la conformité d'un site avec les dispositions à la fois réglementaires mais aussi les recommandations. Et typiquement, ce qu'elle va probablement faire dans les semaines ou dans les mois qui viennent, c'est de se connecter à un certain nombre de sites pour vérifier la conformité à ces nouvelles recommandations. Elle n'a pas besoin de vous informer en amont, etc. Et là, tous ces bandeaux-là, et le bandeau numéro 3 en particulier, va être au cœur, à mon avis,
des débats et de l'interprétation qu'on va faire des nouvelles recommandations. Moi, j'ai un doute sur la conformité de ce bandeau-là, mais c'est un avis très subjectif. Hein. Mathieu, votre avis? Alors effectivement, le but de cette slide, c'est de faire un panorama de ce qu'il y a pu. Alors attendez, si on peut remettre la présentation. Le but, c'est vraiment de faire un panorama de ce qu'on avait pu avoir, de ce qu'on peut avoir aujourd'hui et de ce qu'on voit apparaître maintenant. La 1, c'est effectivement une solution du passé. La 2, 3, 4, elles représentent à peu près l'ensemble du marché aujourd'hui et l'ensemble des dispositifs. Ce qu'on peut voir entre ces exemples de 3, 4, c'est qu'elles ont tout à peu près le même contenu, mais c'est simplement des différences de présentation. Effectivement, comme l'a dit Alexandre, on peut voir que dans la slide numéro 2, le bouton accepter a été privilégié. Et sa distinction également par rapport aux deux autres, c'est que le texte de présentation des cookies est très court et ne donne pas un grand nombre de détails. Par rapport aux slides 3 et 4 qui présentent déjà un contenu informationnel, puisqu'on l'a dit, la conformité en matière de cookies, c'est information et c'est consentement. Donc déjà, on voit que les solutions 3 et 4 qui représentent aujourd'hui vraiment l'ensemble du marché ont détaillé cette information. Et effectivement, elles ont des nuances toutes les deux dans le design du bandeau qui est proposé. Effectivement, la slide numéro 3 présente des boutons qui sont très similaires en termes de design, contrairement à la 4 qui présente deux boutons qui ont des couleurs différentes. Et les deux ont pour point commun de proposer effectivement de continuer sans accepter, ce qui n'est déjà pas l'équivalent exact d'un refus en termes de formulation. C'est-à-dire que c'est quand même un petit peu moins clair et c'est effectivement également moins visible parce que c'est dans le coin supérieur droit. Et alors effectivement, comme le disait Alexandre, ce qui va être intéressant avec ce démarrage de la politique de contrôle à partir du 1er avril, c'est qu'on va voir si la CNIL considère que l'ensemble de ces deux solutions est conforme, si l'une des deux l'est par rapport à l'autre, ou si tout simplement les deux dispositifs ne sont pas conformes dans la mesure où effectivement, ce qu'elle recommande, c'est de mettre l'ensemble des choix qui sont proposés à l'internaute sur un même niveau, sans induire de préférence ou sans décourager un accès. Alors, oui, Mathieu, moi j'ai une question. Est-ce que justement là sur l'acceptation des cookies, est-ce que tous les cookies sont égaux? Alors, on va y revenir parce que c'est une des slides qu'on avait préparées également. Non, consentement pas partout. Donc ça, on va y revenir et tous les cookies ne sont pas soumis au même traitement. C'est exactement cette slide. Moi, je pense qu'on peut enchaîner, Mathieu, si vous voulez, sur justement ces catégories de cookies. C'est une bonne transition. Globalement, ce qu'il faut retenir, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est que les axes stratégiques sont l'information et le recueil du consentement pour les cookies. Mais recueil du consentement, non pas pour l'ensemble des cookies, mais pour quand même la majorité des cookies. Il y a des exceptions au recueil du consentement qui sont les cookies purement techniques, tout d'abord. Les cookies purement techniques, ce sont ceux qui vont permettre au site web de faciliter ou simplement de permettre la communication par voie électronique. On peut parler, par exemple, d'une adaptation du site web au terminal utilisé afin de le dimensionner. On peut parler des cookies qui vont permettre d'échanger les données dans un certain ordre, la capacité de détecter des erreurs de transmission, de perte de données. Voilà, ça, ce sont des cookies purement techniques. Et effectivement, ils ne sont pas soumis au recueil préalable du consentement. Et heureusement, parce que sinon, ça pourrait faire planter les sites Internet, vu que ce sont vraiment des cookies qui permettent, sous un angle de l'ingénierie, de faire fonctionner le site Internet. De même, les cookies qui sont strictement nécessaires à la fourniture d'un service en ligne ne sont pas soumis au consentement des utilisateurs. Là, typiquement, c'est le cookie panier d'achat. Pour pouvoir permettre une navigation de page en page sur un site, par exemple, de e-commerce, tout en retenant les produits qui sont sauvegardés pour plus tard, éventuellement un achat, dans un panier qui, du coup, est accessible. Ces cookies-là ne sont pas soumis au recueil du consentement des internautes. Alors, la liste n'est pas exhaustive. La CNIL l'actualise régulièrement. Et voilà, ça, ce sont les deux premières grandes catégories qui, historiquement, ne sont pas soumises au recueil du consentement des internautes. Après, il y a le cas plus spécifique des cookies de mesure d'audience. Et alors là, c'est un degré de raffinement, entre guillemets, un peu supérieur. C'est-à-dire que le cookie de mesure d'audience peut ne pas être soumis au consentement des internautes s'il respecte un certain nombre de critères. Il doit être limité à la seule mesure de l'audience et il doit permettre
une production de statistiques anonymes seulement, sans faire un suivi global de la navigation des personnes sur différents sites internet. Dans les autres hypothèses, a priori, il est soumis au recueil du consentement. Cependant, là, on vient de dire que tous les cookies ne sont pas soumis au consentement. On vient de les voir, les 3 grandes familles, les 3 grandes catégories. Ils sont tous soumis à l'obligation d'information des personnes. C'est-à-dire que dès lors qu'on va utiliser des cookies sur un site Internet, ils vont être déposés sur un terminal. On l'a dit au tout début de cette présentation, le terminal, c'est à la fois le téléphone, c'est la console de jeu, c'est l'ordinateur, c'est voilà, tout terminal de navigation sur Internet. À partir du moment où on va utiliser des cookies, il va falloir informer les personnes sur la liste des cookies qui sont utilisés. Mathieu, il y a une question qui est posée par Laurie. Est-ce qu'il y a une distinction? Est-ce que ça change quelque chose que le cookie finalement soit sur un site internet ou sur une application mobile? Alors non, le régime va être le même du point de vue du consentement et de l'information. Ça vise vraiment tout terminal connecté à Internet et sur lequel vont être réalisées ces opérations qu'on présentait en tout début de formation de lecture d'informations stockées sur le terminal ou de dépôt d'informations dans le but de les stocker sur le terminal. Il y a une question là, je pense, Thibaut, qui peut être intéressante aussi. Ouais, il y a Xavier Noël qui demande justement, tu parlais, Mathieu, de la mesure d'audience, et donc c'est un point qui agite tous les marketeurs que nous sommes. Quid de Google Analytics ou n'importe quel outil d'analyse qui suivent le parcours finalement d'un internaute de façon anonyme, mais qui le suivent. Est-ce qu'ils rentrent dans ce cadre justement du consentement ou pas? Tout à fait, oui. Il va falloir recueillir le consentement des utilisateurs spécifiquement à ce dépôt du cookie et également les informer sur le fait que ce cookie est utilisé et que ce cookie est détenu par Google. Parce que si vous voulez, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, l'information, il faut maîtriser l'information dans nos personnes, il faut maîtriser le contenu de cette information. Il y a un certain nombre d'informations qu'on doit faire parvenir aux personnes concernées. Donc ça va être la finalité du cookie, ce qu'il fait, mais ça va être également dans le cadre d'un cookie tiers, l'existence des autres responsables du traitement qui vont avoir accès aux informations. Donc effectivement, pour un cookie de mesure d'audience, tel que là, puisque l'exemple a été cité, Google Analytics, mais plus globalement des cookies qui feraient du suivi de la navigation sur différents sites Internet, il va falloir recueillir le consentement au dépôt et à l'utilisation de ce cookie. Alors, comment ça va se présenter? C'est ce qu'on disait tout à l'heure, en fait, quand on présentait les différentes solutions de recueil du consentement, qui est en slide suivante, sur laquelle on peut revenir d'ailleurs. Il va falloir, en fait, si vous voulez, pour recueillir un consentement conforme, être en mesure de recueillir le consentement de l'internaute pour chaque cookie qui va être utilisé et chaque cookie qui est bien sûr soumis au consentement des internautes. Alors, c'était plutôt sur la slide, 2 slides plus bas, la slide où on présentait toutes les alternatives proposées par le marché aujourd'hui. Celle-là. Et c'est à ça que sert ce fameux bouton réglage ou personnalisé. C'est-à-dire qu'on va y revenir après quand on présentera les outils qui composent actuellement un dispositif de mise en conformité relativement sécurisant. C'est l'existence de ce fameux bouton réglage ou personnalisé qui doit permettre de faire apparaître la liste des cookies qui sont soumis au consentement de l'autre pour que ces derniers puissent faire leur choix, dire oui, je le veux, non, je le veux pas. Mais moi, je vais vous poser une question qui un peu provoque. Est-ce que, parce que je le vois sur certains des clients qu'on peut avoir ou des pratiques que j'entends, on sait que de toute façon, ces cookies, effectivement, servent l'audience, mais surtout vont nous servir pour faire des actions marketing derrière et web marketing, bien entendu. Quid des TPE, quoi? Est-ce qu'elles prennent vraiment un risque à se dire, moi, j'informe juste que, alors effectivement, la plupart ne sont pas en règle avec ce qui est montré là, mais disent, mais c'est pas grave. Avant que je me fasse taper dessus, il va se passer des heures, des jours, voire des mois et voire des années. Donc, et au pire, bénéfice-risque, quel risque je vais prendre? Et une question derrière, c'est est-ce que la CNIL va venir vraiment me taper dessus du premier coup parce que finalement, c'est un peu comme je reprends l'exemple de la voiture parce que c'est le plus simple. Je roule à 150 sur l'autoroute. Si demain on m'arrête et qu'on me dit, monsieur, la prochaine fois, il faudrait rouler à 130,
bah, ok, la prochaine fois, je roulerai à 130, mais en attendant, les gens, ils roulent à 150. Alors, c'est pas le bon exemple parce qu'il y a la mort de personnes qui sont, enfin, attention, je suis pas en train de dire qu'il faut rouler à 150, mais c'est pour donner une illustration. Je pense que le gendarme, là, est-ce que le gendarme, qui est la CNIL, qui finalement n'est là que pour donner des recommandations, mais se retrouve comme un gendarme de temps en temps, est-ce qu'il nous met tout de suite l'amende à 150 ou est-ce qu'il dit, bah, la prochaine fois, vous roulez à 130? Donc, dans ce cas-là, pendant tout le temps où je me fais pas attraper, eh ben, je continue à faire mon job. Non, mais en fait, c'est tout l'enjeu du sujet. C'est-à-dire que nous, on a deux rôles, en fait. On a le rôle de rappeler un cadre légal et réglementaire, de dire en réalité ce qu'il faudrait faire pour être parfaitement conforme. Et derrière, on a un deuxième rôle qui est un peu comme vous, d'accompagnement des opérateurs économiques et de conseil, et de dire, d'informer quelque part, un petit peu comme doit le faire l'entreprise vis-à-vis de ses clients en ligne. Nous, on doit aussi informer nos clients en leur disant, voilà, ça, c'est ce que vous devriez faire. Maintenant, quel est l'écart entre ce que vous faites aujourd'hui et ce que vous devriez faire pour être conforme, et quelles sont les conséquences de ces changements sur votre politique de communication, vos outils marketing, et qu'est-ce que ça va vous enlever, on va dire, aujourd'hui comme information qui guide un petit peu ou qui servent votre politique de com. On n'est pas censé dire aujourd'hui, mais je sais qu'il y aura des traces de cette matinée, donc il faudra que j'assume, mais nous, on est censé dire aux gens, voilà ce qu'il faut pour être conforme. Derrière, si la réponse, c'est celle que tu as évoquée, et on l'a tous les jours, hein, on a des clients qui sont évidemment dans le business, on en a même qui ne sont pas forcément toujours dans le business, mais qui ont, on va dire, une sensibilité à la performance de leurs activités, qui vont nous dire, mais attendez, en 2020, je crois qu'on regardait ça avec Mathieu en préparant l'événement hier, je crois que c'est 650 mesures prononcées par la CNIL. Le nombre de contrôles… Mesures, c'est condamnation? Alors, non, ce n'est pas forcément des condamnations, ça peut être des rappels, ça peut être des avertissements, ça peut être des mises en demeure publiques. Voilà, en gros, il y a un panel de sanctions qui est très large. Il faut quand même rappeler que la CNIL a une mission aussi qui est pédagogique vis-à-vis d'un acteur qui va recevoir, par exemple, qui va faire l'objet d'un contrôle, qui va recevoir une mise en demeure, qui va être averti d'un nombre de manquements. Derrière, l'idée, c'est pas de le punir immédiatement, lourdement, c'est de tenir compte un petit peu de sa démarche proactive, constructive, de se mettre en conformité, de régler tout de suite la situation. Donc, ce qu'il faut qu'on dise aux gens, c'est que vous êtes face à une autorité administrative. Déjà, souvent, les gens ont un peu le sentiment qu'un contrôle de la CNIL, c'est un peu comme la foudre. C'est-à-dire que c'est rare, ça peut faire mal, mais c'est quand même pas le truc qui est censé arriver tous les 4 matins. C'est une réalité. On sait combien il y a de contrôles par rapport au nombre d'opérateurs. Donc, bien entendu que le risque est faible. Moi, j'ai envie de dire, il y a deux choses. Il faut bien avoir conscience des risques qu'on prend, en se disant, bah, je continue en parfaite connaissance de cause, que je ne suis pas dans les clous et que si demain j'ai un souci, ou si, par exemple, dans un cadre contractuel, j'interviens avec des gens qui me demandent d'être conforme et que moi je ne le suis pas, je m'expose. Et puis, n'oublions pas non plus qu'il y a le gendarme, il y a la CNIL, mais il y a aussi demain le pouvoir qu'ont les grands acteurs du numérique. Je veux dire, je vais prendre un exemple qui est volontairement aussi caricatural que celui de l'excès de vitesse. Si demain, la société de péage te dit, toi, tu as été mesuré plusieurs fois au-delà des limitations de vitesse, donc tu n'as plus le droit de venir sur mon autoroute, c'est pas un gendarme qui t'aura sanctionné, et pourtant, tu seras pénalisé. Donc demain, si Google te dit, moi, je référence plus ton site internet parce que tu n'es pas conforme à la réglementation sur les cookies, et parce que, par exemple, moi, j'ai mis en place un nouveau mode de gestion des cookies, et j'ai vu qu'il y avait une question qui avait été posée là-dessus, et on y reviendra peut-être dans la conclusion en prospective. Les acteurs du web aujourd'hui ont aussi un grand pouvoir, même si c'est pas un pouvoir réglementaire, mais ils ont un pouvoir qui est immense, et vous êtes mieux que nous placés pour le savoir. C'est que c'est eux qui te donnent une visibilité sur Internet ou pas, quoi.
Si tu n'es plus référencé parce que tu n'es pas conforme, je veux dire, c'est comme l'exemple de l'HTTPS, quelque part. Les sites qui ont dit, bah, attendez, il n'y a pas d'obligation à ce que je passe en HTTPS, je reste en HTTP, bah, ils ne sont plus sur Google, quoi, point. Donc, il y a un point qui est intéressant. Enfin, il y avait une question notamment sur l'histoire de réglementation. Si je reprends ta métaphore de l'autoroute, où il y a le conducteur français qui a des obligations et notamment un permis à points, et il y a les conducteurs étrangers qui sont pas soumis au permis à points. Finalement, on peut avoir ce sentiment que un acteur, par exemple américain comme Facebook ou Google, ne sera pas soumis aux mêmes règles et va apporter aussi des contraintes par rapport à un acteur qui va être français et soumis à la législation française. Justement, est-ce qu'il y a une conformité d'un point de vue européen, voire d'un point de vue plus global, et comment est-ce qu'on pourrait réagir par rapport à ça si un des acteurs n'est pas soumis aux mêmes règles que nous? J'ai vu la question de Tom et j'ai fait une fausse manip, c'est-à-dire que je n'ai pas répondu. C'est pour ça que je la remets sur la pile. Ouais, exactement. Et en fait, désolé pour ça, mais en réalité, la question, c'était de savoir si les recommandations de la CNIL avaient une valeur au-delà du territoire national. Ça revient à rappeler, on va dire, le principe du RGPD, puisque tu viens de dire, par exemple, un acteur américain bénéficierait d'une situation plus favorable qu'un opérateur français parce qu'il n'est pas soumis à la réglementation. Il faut savoir que le RGPD, c'est un règlement européen, mais en réalité, il a dans ses gènes, si je peux dire, un pouvoir un peu d'extraterritorialité, parce que le site internet d'un opérateur non européen, mais qui viserait le public européen, exemple, un e-commerçant américain qui vendrait, en tout cas qui rendrait possible la possibilité l'achat de produits ou de services par des Français, avec livraison en France, avec paiement en euros, etc., est soumis au RGPD, alors qu'il est américain. Donc, c'est quand même un règlement qui a un champ d'application qui est beaucoup plus large que l'Union européenne. Et d'ailleurs, ça a posé des problèmes, puisque l'interprétation qui a été faite du RGPD, mais sans vouloir m'éloigner trop longtemps, a, par exemple, conduit tout un écosystème, par exemple, les bureaux d'enregistrement de noms de domaine, à anonymiser les bases de données de WIS de noms de domaine, alors qu'elles n'y étaient pas du tout obligées en réalité. Mais je rebascule sur la question. Donc, pour y répondre sur les recommandations de la CNIL, elle a autorité en France. Il faut savoir que la CNIL, elle a des homologues dans tous les pays de l'Union européenne et que les autorités de contrôle collaborent, par exemple, sur des procédures de contrôle complexes quand un opérateur économique est estimé contrevenant et intervient dans plusieurs pays. Donc, il peut y avoir une initiative de contrôle qui est menée par la CNIL, mais elle va se faire aider par ses homologues à l'étranger pour mener à bien les opérations. Il y a un Conseil européen de la protection des données qui rassemble toutes ces autorités de contrôle. Et donc, même si la recommandation de la CNIL, elle concerne la France, un opérateur économique essentiellement français, mais même un étranger qui vend en France pourrait être soumis aux recommandations de la CNIL, au-delà du périmètre national, vous avez des autorités de contrôle équivalentes, des CNIL bis, qui s'appliquent dans les pays étrangers et qui vont pouvoir sanctionner de la même manière et contrôler de la même manière. Donc, il ne faut pas croire qu'on est dans un pays particulièrement rigoureux, avec un cadre réglementaire particulièrement dur. C'est vrai dans toute l'Union, en fait. Du coup, pour la suite, il y a une slide que je vais afficher que je trouve intéressante, puisqu'on est tous finalement à se poser la question de on veut être conforme, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ce soit correct. Et il y a cette slide que je trouve intéressante qui finalement récapitule assez bien ce qui est attendu de la part des éditeurs de sites, comme type de comportement proposé à l'internaute. Je ne sais pas si vous voulez revenir sur ce point-là, sur finalement cette recommandation sur le bandeau et les actions qui en découlent. Oui, en fait, ce qu'on voulait dire, mais je vais laisser la parole à Mathieu, mais ce qu'on voulait dire de manière très concrète, c'est un petit peu quel est le cheminement qu'il faut parcourir, qu'il faut faire pour se mettre dans une démarche de conformité par rapport à cette nouvelle réglementation. Donc, il y a la notion de bandeau, il y a la notion d'information et après de politique cookie qui se distingue de la politique de confidentialité. Mathieu, je vous laisse commenter cette slide.
Oui, tout à fait. Alors, cette slide, elle intervient dans le déroulé de la formation après la question de l'analyse des dispositifs qui sont sur le marché actuellement, parce que on voit fleurir la question des cookie walls, qui est un vrai débat sur lequel on reviendra également en matière de prospective plus tard. Et du coup, ce qu'on peut recommander de manière relativement sécurisante, c'est l'implémentation de 3 outils pour la conformité. Un bandeau. Et le mot bandeau est intéressant et important parce qu'il se distingue vraiment d'un cookie wall. Le but de ce bandeau, c'est déjà d'informer les personnes de manière assez synthétique, mais également de recueillir leur consentement. On l'a vu tout à l'heure, le clic sur le bouton personnalisé. Le bandeau, il ne faut pas qu'il occupe l'intégralité de l'écran, sinon on est dans un cookie wall. C'est pour ça que le mot bandeau ou un petit pop-up en bas à gauche de l'écran de l'ordinateur sont des solutions intéressantes. Quand l'internaute arrive sur le site et qu'il doit voir apparaître ce bandeau, en fait, ce fameux bandeau, s'il poursuit sa navigation sur le site sans avoir du tout touché le bandeau et du coup procéder à un choix, ce bandeau doit rester sur chacune des pages sur lesquelles l'internaute va naviguer et aucun cookie ne doit être installé par l'éditeur du site sur le terminal de la personne. Ce qui change l'approche, Mathieu, qu'on pouvait avoir jusqu'ici, où il y avait ces formules, si vous continuez, on considère que vous acceptez. Exactement. En fait, c'est ce qu'on disait tout au début de la formation, donc c'est bien, on reboucle pas mal avec l'introduction. C'est le fait de dire qu'en fait, c'est pas le RGPD qui réglemente les règles applicables en matière de cookies, mais ce sont les dispositions du RGPD qui vont influer sur la mise en œuvre des règles en matière de cookies. Justement, comme on le définissait plus tôt, le consentement, c'est un acte positif. Donc, le fait de ne pas procéder à un choix parmi les choix qui sont fournis n'est pas un acte positif, c'est une abstention. Et donc, même si on poursuit la navigation, on n'a toujours pas choisi spécifiquement d'accepter ou de refuser le dépôt d'un cookie. Pourquoi il faut que ce bandeau soit maintenu et qu'aucun cookie ne soit installé? Le bandeau présente aussi généralement un choix global. J'accepte tous les cookies ou je refuse tous les cookies. À ce moment-là, il peut disparaître et les cookies sont utilisés ou non en fonction du choix global qui a été opéré. Soit j'accepte tout, soit je refuse tout, c'est assez clair. La troisième option, et c'est pour respecter l'impératif de recueillir un consentement spécifique qui est imposé par le RGPD, c'est l'existence d'un clic sur le bouton personnalisé. Et à ce moment-là, on a la liste de tous les cookies qui sont utilisés et l'internaute peut et doit accepter ou non chacun des cookies qui vont être utilisés sur le site Internet, tout en sachant que, on l'a évoqué tout à l'heure, il y a l'interdiction de précocher des choix. C'est-à-dire que dans l'idéal, c'est une case non cochée, ou c'est un slider qui est sur une position centrale, à gauche on refuse, à droite on accepte. Et à ce moment-là, une fois qu'on a procédé au choix, le bandeau peut disparaître et l'utilisation seulement des cookies qui ont été acceptés est possible. Ce bandeau doit également être reproposé à l'internaute à l'issue d'un certain temps, d'une certaine durée. C'est-à-dire qu'on va conserver le choix des personnes, le process va s'enclencher. En cas de nouvelle visite, on ne redemandera pas le consentement à la prochaine visite, mais au bout d'un certain temps, par exemple 6 mois, ce bandeau devra réapparaître pour dire bonjour, est-ce que vous êtes toujours d'accord? Ça peut être le même bandeau, mais le but est de renouveler le recueil du consentement de la personne concernée. On en revient sur la question des cookie walls, justement, pour essayer de... Parce que il reste 5 minutes, hein, donc j'essaie d'aller assez vite, mais cette question, justement, des cookie walls, où on le voit, alors je vais citer Marmiton ou des gens comme ça, si vous allez maintenant sur leur vous dites « je n'accepte pas les cookies sur Marmiton », ils disent « bah écoutez, très bien, ça tombe bien, vous payez 2 € maintenant pour accéder au site ». Quid de cette pratique? Est-ce que c'est quelque chose qui est... alors, est-ce que c'est autorisé ou est-ce que c'est conseillé par les deux? Alors, on va répondre tous les deux, mais moi, je considère que c'est le grand débat des prochains mois. Il va y avoir un débat en 2 temps. Il va y avoir très certainement des contrôles parce que, comme on a pu l'observer, les sites qui pratiquent ce type de bandeau de cookie wall, bon, il y a des grands acteurs aujourd'hui de l'édition de contenu sur Internet qui ont fait ce choix-là. On ne les citera pas, mais on les connaît tous. Donc, on a tout un ensemble de sites qui ont fait ce choix éditorial, enfin ce choix technique, ce choix de modèle économique. Je pense que, compte tenu de l'importance des acteurs, ça va être clairement visé par la CNIL.
Alors, j'anticipe un peu sur la conclusion, mais la CNIL a publié, comme vous savez, tous les ans, elle publie la liste des thèmes de contrôle pour 2021. Parmi ces 3 thèmes de contrôle 2021, il y a la conformité à ses recommandations en matière de cookies. Donc, on sait d'ores et déjà qu'elle va se mettre à traquer les pratiques qui sont border par rapport à cette nouvelle réglementation. Or, ce qu'on a mis tout à l'heure en exemple numéro 5, c'est-à-dire ce bandeau qui propose de payer contre l'absence de cookies, ça va être le thème vraiment, à mon avis, central de l'application de cette nouvelle politique et des contrôles de la CNIL, c'est certain. Derrière, il y a une double détente par rapport à ce thème-là, c'est que, et c'était notre conclusion prospective, c'est qu'on est en train de reparler d'un nouveau règlement e-privacy, c'est-à-dire qui devrait succéder à la directive de 2002, qui évoque à nouveau cette problématique des cookies et qui, semble-t-il, il y a un gros lobbying des autorités de contrôle, semble-t-il, ça s'achemine vers une interdiction des cookie walls. En tous les cas, ça fait partie des souhaits des autorités de contrôle. Donc, pour la petite histoire, il faut savoir que la CNIL est contre les cookie walls depuis longtemps, qu'elle avait essayé d'imposer cette interdiction et qu'elle a été censurée par le Conseil d'État. Ce n'est pas si fréquent que le Conseil d'État ne suive pas la CNIL. C'était une décision de septembre 2020, je crois. Donc, en fait, on est en train de reculer pour mieux sauter, c'est-à-dire que la CNIL a été censurée une fois, elle a dû reprendre ses recommandations, ses lignes directrices et ses recommandations pour tenir compte de la décision du Conseil d'État, mais par la discussion du prochain règlement européen, on sait que le cookie wall va de nouveau être mis sur le grill et probablement ne pas survivre. Après, la question, c'est de savoir comment on arrive à gérer ça quand on est marketeur, quand on est éditeur de contenu, quoi. On reprécise peut-être ce que c'est que le cookie wall, parce qu'il y a une question dans le chat. Alors effectivement, le cookie wall, ce serait le dispositif qui, à l'arrivée sur un site internet, fait apparaître le contenu du site en grisé, une impossibilité de scroller sur le site internet pour accéder au contenu tant qu'on n'a pas procédé au choix. C'est-à-dire qu'il y a un pop-up qui apparaît et qui dit, bon voilà, on utilise des cookies, accepter, refuser, personnaliser. Et rien n'est possible tant que le choix n'est pas fait et il n'est pas possible d'accéder au contenu si, dans les pires des cas, si on n'accepte pas le cookie. Ça, c'est un cookie wall, c'est un mur, en fait. Le choix en matière de cookies et l'utilisation des cookies représente une barrière à l'accès au contenu. Et ça pose en tout cas une vraie question, c'est pour ça que ça va être très intéressant à suivre dans les mois futurs, sur justement cette notion de consentement. Est-ce que l'existence d'un cookie wall, est-ce que le blocage à un contenu représente réellement, et donc est-ce que le fait de proposer une alternative à l'internaute, même éventuellement le paiement d'une faible somme pour pouvoir accéder au contenu, est-ce qu'on est vraiment là en train de parler d'un consentement libre des personnes concernées? Est-ce qu'on n'est pas en train d'influencer le choix de l'internaute qui veut accéder à son contenu? Est-ce que, tout simplement, on n'est pas en train de fixer une conditionnalité négative, c'est-à-dire une alternative qui gêne les internautes en leur demandant de payer même une faible somme par mois? Tout simplement, on peut se poser la question de savoir justement comment, même si on sait que la CNIL et les autorités de contrôle en Europe n'y sont pas favorables, est-ce que le fait de mettre en œuvre ce dispositif, en rajoutant un coût, ne va pas représenter un coût qui serait disproportionné par rapport déjà au montant d'un abonnement Internet? Tous les acteurs du marché se mettent à généraliser ce type de pratique, ça peut vite faire monter la facture des internautes qui vont devoir, en plus de leur contenu Internet, ajouter. En même temps, il y a ce besoin d'équilibre de la part des sites Internet qui, bien souvent, voient dans la publicité, et notamment la publicité ciblée, une source de revenus qui leur permet parfois de proposer du contenu gratuit. Donc, c'est cet équilibre-là que la CNIL va devoir trancher. Elle a dit qu'elle allait le trancher au cas par cas, puisqu'elle a tenu compte de la censure partielle du Conseil d'État sur cette question, qui a dit qu'on ne pouvait pas interdire de manière générale un cookie wall. Donc voilà, les dispositifs vont être appréciés au cas par cas. Il va falloir suivre cette politique de contrôle et les décisions qui vont être prises de la part de la CNIL pour qualifier de conformes ou non les dispositifs. C'est peut-être ça qui va nous permettre de savoir déjà si les cookies sont, pour répondre à la question du webinaire, si les cookies sont cuits ou pas, en fait, tout simplement. Ou si on peut, avec certaines alternatives, continuer à maintenir les dispositifs existants.
Pardon. Je vais peut-être apporter un témoignage aussi au niveau de Blueboat. On l'a testé là. On a testé alors pas des cookie wall mais des cookie notice, enfin un outil de cookie notice. Déjà, je peux vous donner celui qu'on utilise et qui a priori fonctionne pas. Alors on n'a pas de, je ne touche rien hein, si vous allez dessus. C'est Move Agency, MOOVEAGENCY. Qui a un cookie compliance. Voilà, ça coûte, je crois que ça doit coûter $49 pour je sais plus combien de sites. Enfin, c'est pas grand chose et 99 si vous en avez 25, enfin $99 si vous avez 25 sites qui sont gérés. Ça marche pas mal. On a trouvé qu'il fonctionnait plutôt bien et on a les premiers retours aussi nous par rapport à ça. De mettre ce cookie notice, on avait tous peur qu'à un moment on ait le trafic qui soit plus suivi du tout, hein, bien entendu. Je crois qu'on est entre 90 et 95% d'acceptation du cookie notice. Hein. Et normalement, on a fait quelque chose d'assez clair. Je n'ai pas encore montré à Alexandre et à Mathieu, donc je vais pas dire qu'on l'a bien fait, mais en tout cas, je trouve que c'est assez intéressant ce retour de se dire finalement, on le voyait comme une barrière à l'entrée du site. Non, les gens acceptent en fait. Et on a fait quelque chose avec les 3 boutons. Hein. Enfin, on n'a pas fait un petit truc caché. On l'a fait assez proprement. Donc voilà, pour l'instant, et si on est sur des sites comment dire, qui demandent enfin c'est pour vendre des produits. Bah, c'est pas des sites d'e-commerce. Hein. C'est pour effectivement aller voir des catalogues produits, des choses. Enfin, voilà. Je vois qu'il est déjà 11h03. On a eu plein de questions, c'est super intéressant. Je pense qu'on aurait pu faire 2 heures sur le sujet. Désolé Alexandre et Mathieu, on n'est pas allé au bout, mais peut-être vous laissez-vous conclure en tout cas sur cette conférence. On a parlé effectivement de prospective, vous en avez un petit peu, vous avez abordé les éléments, mais est-ce que en conclusion, qu'est-ce que vous avez, on n'aurait pas dit qu'il faut nous dire? Voilà. Bah, moi, si je devais conclure en un mot, ce serait pour dire que effectivement, toute réglementation qui, on va dire, a une apparence de renforcement des obligations est contraignante. La mise en conformité par rapport au RGPD de manière générale et spécifiquement sur ces recommandations en matière de cookies n'est pas impossible. On va dire, elle ne dégrade pas de manière définitive et trop importante, à mon avis, la collecte d'informations. C'est une question de transparence et d'information des utilisateurs surtout. Derrière, on peut avoir des stratégies un peu, on va dire, transverses, à savoir de dire j'attends de voir un petit peu comment les contrôles vont se passer, je me prépare, je vais essayer de tirer un petit peu sur la corde, etc. Ok, soit c'est une responsabilité de chacun. Je ne suis pas convaincu que ce soit si compliqué d'être conforme, mais après, je peux entendre l'argument. Faut juste savoir que bon, la tendance, la CNIL a quand même un pouvoir. Elle n'a pas forcément les moyens de ses ambitions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pourquoi il n'y a pas plus de contrôle? C'est tout simplement parce que la CNIL elle-même n'est pas en mesure d'en faire plus. Mais elle a quand même le contrôle en ligne, qui est quand même une mesure très facile. Elle travaille avec la DGCCRF ou la Direct pour envoyer des agents de la répression aussi, sonder un petit peu dans le cadre des contrôles consommation ou réglementation produits pour voir si les entreprises sont conformes. Donc, je le dis à notre auditoire, si vous avez des contrôles des GCCRF ou des contrôles de la Direct, etc., sachez qu'il y a une connexion entre CNIL et ces agents-là pour vérifier ou pour vous poser des questions sur votre conformité. Et puis, on va voir dans les mois qui viennent un petit peu les débats qu'on a posés ce matin, c'est-à-dire cookie wall, l'interprétation qui va être faite des différentes solutions qu'on a décrites ce matin, et puis adapter un peu la politique, que ce soit en agence ou chez l'annonceur, d'adapter un petit peu le mode d'information et de recueil du consentement en fonction de cette évolution. Nous, on est là pour faire de la veille de toute façon. Donc, quand il y a des décisions importantes, on en parle et on donne les recommandations qui sont adaptées. Mathieu, peut-être un élément qu'on n'aurait pas abordé rapidement. Désolé, on est pris par le temps. Non, mais juste pour conclure, tout à l'heure, vous parliez des TPE et effectivement du gendarme, du fait d'adopter un comportement qui, tant qu'il n'est pas sanctionné, a priori, passe. Que ce soit en termes de sanctions ou en termes de mise en conformité, dans les 2 cas, ça peut être très important et très intéressant, y compris pour une PME en termes d'image. Et notamment, la mise en conformité d'une petite structure très présente sur le web
peut être un vrai plus en termes d'image et peut, en plus de sécuriser sa position par rapport à un contrôle de la CNIL. C'est-à-dire qu'un internaute lambda, je vais dire, qui se balade sur des sites Internet, aura peut-être plus aujourd'hui tendance à naviguer régulièrement sur des sites conformes que sur des sites qui ne le sont pas. Par conséquent, du coup, la réputation de chaque acteur, quelle que soit sa taille, en fait, peut, même si effectivement on pourrait être tenté de se dire je suis petit, je passerai entre les mailles du filet, comme le disait Alexandre tout à l'heure aussi, il y a d'autres acteurs qui peuvent faire intervenir cette notion de stratégie. Et ces autres acteurs, ça peut être tout simplement les internautes, qui du coup peuvent délaisser du contenu qui n'apparaîtrait pas conforme ou standardisé, et donc pas sécurisé. C'est intéressant cette notion aussi de confiance dans l'image d'une entreprise et effectivement si elle est conforme ou pas. Et je trouve ça, surtout quand on est sur peut-être des secteurs très concurrentiels. Juste une dernière question, je suis désolé, je voulais la poser. Est-ce qu'un concurrent peut faire de la délation auprès de la CNIL en disant attention, lui, il n'est pas compétent? Pas que un concurrent, tout internaute en fait. La remarque en conclusion de Mathieu, elle est très très juste et ça reboucle un petit peu avec vous, avec votre rôle au quotidien auprès des entreprises. Il faut pas oublier l'importance de l'image en matière de conformité ou à la gestion des données personnelles. Si vous regardez un petit peu pour ceux qui ont des comptes Twitter, allez voir un petit peu Twitter sur ce thème des cookies depuis le 1er avril. Vous allez voir le nombre de publications et de threads sur le sujet du cookie wall, notamment, ou du bandeau avec les opérateurs économiques qu'on a cités qui proposent de faire payer l'accès au contenu. Et vous allez voir le coup de canif dans l'image que ça peut générer pour ces acteurs. Donc la notion de réputation, c'est très très important. C'est vraiment bien de l'avoir dit. Et puis oui, alors sur la délation, c'est un sport un peu national chez nous. C'est vrai en matière fiscale, c'est vrai en matière de répression des fraudes et de respect de la consommation. Les internautes peuvent signaler, par exemple, et souvent, pareil sur les réseaux sociaux, vous voyez la CNIL qui est interpellée via son compte Twitter par des internautes qui disent « Est-ce que c'est conforme ça ? Est-ce que c'est conforme ça ?» Et donc, il y a une forme de remontée d'informations de la communauté internaute sur des pratiques qui sont border, ouais, clairement. Et après, un contrôle peut peut-être pas être diligenté sur un signalement, mais on va dire s'il y a beaucoup de signalements de la communauté sur un site, ça mettra la puce à l'oreille de l'autorité de contrôle, clairement. C'est passionnant, vraiment. Merci à tous les deux, merci à Mathieu, merci à Alexandre d'être intervenu et d'avoir partagé avec nous vos connaissances sur le sujet. Malheureusement, on est obligé de s'arrêter, on est en retard pour une fois sur le webinaire. Je voulais juste vous dire, effectivement, ça s'est affiché sur votre écran. Le prochain IRFD webinaire, ça sera le digital fera-t-il pétiller le no-tourisme. Ça aura lieu le 3 juin. Donc, exceptionnellement, ça ne sera pas au mois de mai parce qu'en fait, par rapport à nos intervenants, on a dû le décaler en début juin, mais on est en limite. Donc, ça sera celui du mois de mai, mais qui sera le 3 juin, toujours un jeudi et toujours à 10h. Et n'hésitez pas, il y a d'autres conférences qui sont déjà annoncées, très intéressantes pour la suite. Communication employeur, c'est quoi et comment la réussir avec le responsable de la communication de Foncia, qui est Frédéric Fougera, qui est un intervenant super intéressant. Et donc, également, n'hésitez pas à venir. Donc, on a 2 prochaines confs qui sont annoncées et on en a d'autres dans les tuyaux qui sont très intéressantes. Mais pour l'instant, on ne peut rien vous dévoiler. Je voulais remercier tous nos partenaires également qui nous permettent de faire cette IRFD tous les ans et qui sont auprès de nous. Thibaut, si tu peux juste afficher la slide des partenaires, s'il te plaît. Merci. Voilà, merci à tous nos partenaires. Et je remercie Thibaut qui a pris l'organisation de ce webinaire. Merci encore une fois à Mathieu et à Alexandre d'avoir accepté de partager avec nous tout ça. Et merci à tous les participants d'être encore 10 minutes après la fin du webinaire de l'heure officielle, d'être encore présents. Je vous dis à très vite et puis on vous souhaite une très bonne journée. Et puis demain, décollage de Thomas Pesquet, comme ça on lui fait un petit peu de pub. Et voilà, pour ceux qui ont envie de suivre. Bonne journée à tous. Merci à tous. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir.